Ce dimanche 7 juillet à 20 h, la surprise a été grande à la révélation des premières estimations sur les résultats du second tour des législatives. Mauvaise surprise pour les uns. Je ne vous cache pas qu'on est un peu déçus, mais voilà. Il faut... Bonne surprise pour les autres. De fait, la France se trouve dans une situation inédite, une situation parlementaire inédite, porteuse de grandes incertitudes et forcément, nous avons fait appel à Paul Hellec, notre analyste politique maison, pour voir clair dans tout cela. Salut Paul, alors quel est ton sentiment en général après la révélation de ces résultats? Il y a eu un peu de temps de recul. Qu'est-ce qui transparaît? Je pense que le sentiment dominant, en tout cas à gauche et dans notre corps social, c'est le soulagement. On a été face à une campagne extrêmement dure, où on a vu le Rassemblement national être donné largement en tête par tous les différents instituts de sondage, y compris avec des projections qui le montraient avoisinant la majorité absolue. Et là, les résultats sont tombés et il n'y a rien de tout cela. Au contraire, on a un Rassemblement national qui prend une claque quand même, il faut le dire, quand on est annoncé à 200, plus de 200 élus et qu'au final on tourne et on finit autour de 150 députés. Néanmoins, le risque Rassemblement national, entre guillemets, n'a pas été évacué totalement. La question, c'est de dire, il passe de 88 élus à 150, c'est-à-dire presque le double de ce qu'ils avaient jusque-là. Ils prennent donc des positions nombreuses dans l'appareil d'État, à l'intérieur de l'espace de représentation du personnel politique. Et ça veut dire qu'également, ils vont sans doute pouvoir se notabiliser encore plus. On avait vu leur arrivée à l'Assemblée nationale en nombre à 88. Ça avait permis d'avoir des vice-présidences grâce au vote des macronistes à l'Assemblée. Ça avait permis surtout de recruter du personnel politique, parce que derrière les députés, il y a des attachés parlementaires, il y a un certain nombre de personnes qui se forment. Or, on l'avait vu dans cette campagne, la dernière semaine a été quand même marquée par le fait qu'un certain nombre de candidats RN apparaissaient comme pas du tout préparés et plutôt surfant sur la vague nationale. Donc, soulagement, mais en face, l'idée que y a quand même une possibilité pour le Rassemblement national de se refaire à moyen terme, et que l'objectif 2027 qui va être un peu en tête pour tout le monde, c'est de se dire on l'a échappé belle, maintenant comment s'attelle à la suite? Alors justement, analysons les résultats définitifs bloc par bloc et en commençant par le Rassemblement national, justement. Ce que je disais, c'est qu'encore une fois, défaite notamment liée à un effet barrage extrêmement puissant. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Il est plus puissant à gauche qu'ailleurs, bien entendu. Mais une défaite aussi en trompe-l'œil si on regarde le nombre de voix. C'est-à-dire que c'est une défaite dans le sens où ils n'ont pas pu accéder à autant de positions à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais on a quand même un bloc qui reste autour, si on prend RN plus ses alliés de ça, de 10 millions de voteurs. 10 millions de votants, ça reste un socle fort, ça reste un socle au-dessus du socle du premier tour de Marine Le Pen en 2022, qui était de 8,2 millions. Donc, une défaite qui masque quand même la place importante qu'a pris le Rassemblement national. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette possibilité de notabilité, de pouvoir créer des cadres, pour pouvoir supporter le mouvement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, il y a une autre question derrière, c'est la question du financement. Je rappelle que les élections sont aussi le moment où, sur la base de ces élections et de ces scrutins, on va avoir accès à une manne financière assez importante, ce qui se cale le cas du Rassemblement national. Or, ça compte. Je rappelle qu'en 2017, on avait laissé un Rassemblement national, enfin un Front national, je ne sais plus quand ils ont changé, dépendant financièrement de prêts avec des banques plus ou moins mafieuses. Et là, on a une organisation qui va avoir les moyens financiers de son redressement, quand en plus ces candidats laissent à désirer pour rester polis, quand ils ne sont pas tout simplement racistes, complotistes et des personnalités recrutées, on va dire, à la va-vite à minima. Donc, je dirais qu'ils peuvent aussi compter sur un autre atout, c'est qu'il y a quand même des bons
report de voix, notamment à droite. On a là le début de certains rapports de report de voix, mais dans des cas de duel, y compris contre la gauche, vous avez des fois entre, on va dire, 29 et 35% des électeurs de droite qui se sont reportés directement sur l'Assemblée nationale. Or ça, c'est un peu une illustration de ce qu'on avait vu avec le deal Ciotti. C'était l'idée de dire que c'était pas simplement un deal d'appareil, c'était l'idée que l'étanchéité des frontières entre la droite LR et le RN est tombée. On le savait depuis un moment. Même vous aviez eu dans le passé des mouvements entre Sarkozy puis Le Pen en termes de base électorale. Mais là, le mouvement semble s'ancrer, semble représenter un risque dans le sens où, encore une fois, la question de la droite, notamment post-Macron, va être une question de recomposition et de savoir qui va prendre le patronage de cette recomposition du bloc de droite. Et alors, au premier tour, je m'étais un peu avancé en disant le RN va devenir la force centrifuge à droite. Je pense que quand même, c'est un des enjeux de la période. Ça va être une dispute, en tout cas à droite. Mais voilà, le Rassemblement national bénéficie quand même de ce socle puissant. Et en fait, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je pense que la question, c'est le risque Rassemblement national, il reste et il pèse, même si en face, il y a eu un geste de barrage et une réaction de la part des populations qui ont voté face à ce risque-là. Et Jordan Bardella, qu'est-ce qui devient dans tout cela ? Et ben en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait lui-même pris des précautions en disant je ne gouvernerai pas sans la majorité absolue, mais surtout, on avait vu une Marine Le Pen très effacée. Ils avaient joué sur l'image de Bardella, y compris en investissant massivement dans les réseaux sociaux pour lui faire une image de personnage sympathique. Le fascisme à visage humain, si on veut. Et au final, je pense qu'il a été le fusible. Marine Le Pen n'a pas perdu une plume dans cette bataille. Bardella risque d'en avoir perdu un certain nombre, mais rien n'est fait. Je pense qu'en tout cas, c'était le fusible utile pour Marine Le Pen. Elle a lancé son candidat dans la bataille et nécessairement, puisqu'il s'est posé en potentiel chef d'une majorité RN ou en potentiel Premier ministre, il est en partie responsable de cet échec. Et donc, en termes de carrière pour lui, il va devoir répondre à cet échec. Et il sera intéressant de voir quel est le bilan qu'ils en tirent, parce que pour l'instant, ils ont été, je trouve, assez discrets, parce que c'est très dur de s'exprimer quand on subit une défaite de cette ampleur. Et du côté de la Macronie ? Du côté de la Macronie, on est vraiment, pour moi, c'est un braquage. Très clairement, je l'avais dit dès le premier tour ici, il y avait quand même une certaine résilience. C'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde était frappé par l'effondrement du bloc macroniste. Effondrement de 3 millions de voix, ça compte 3 millions de voix. Néanmoins, si on regarde, les macronistes, déjà, dès le premier tour, ils réduisent leur effondrement par rapport à leur score aux européennes. Et finalement, en s'appuyant sur le geste de désistement, le désistement républicain, ils vont quand même se refaire, parce que là, ils arrivent à une somme, un groupe important, et beaucoup plus important que, de nouveau, toutes les projections. Il y a des projections qui donnaient à 60, 80, c'est-à-dire vraiment un groupe réduit à peau de chagrin, et là, ils passent de 170 la dernière fois, sur leur nom propre, je crois, sans les alliés. Avec les alliés, c'était 250. 170 à, au final, autour de 160. Je ne me rappelle plus le chiffre exact. Mais donc, 160 avec les alliés. 160 avec les alliés. Mais donc ça veut de dire 230 à 160, on va dire. Voilà, en tout cas, 250 à 160, ils ont perdu, clairement. Mais ils se stabilisent, et c'est vraiment grâce au braquage du geste républicain. Parce que, pareil, les électeurs de la République, Ensemble, se sont dispersés au deuxième tour. Il y a une partie d'entre eux qui ont effectué un geste de barrage et ont voté à gauche. Mais si on regarde, en vérité, quand il s'agit d'un duel entre le RN et la France insoumise, selon Ipsos, c'est moins d'un électeur sur deux de la République, Ensemble pour la République, qui a voté pour la gauche. Et en cas de duel entre la gauche hors LFI, PS, Europe Écologie, les PC, c'est un petit peu plus de la moitié. Je crois que c'est autour de 54%. Donc on a quand même un geste qui a existé, mais qui a existé de façon faible, tandis que les reports des votes des personnes qui ont voté à gauche au premier tour pour des candidats de la majorité présidentielle, enfin de l'ancienne ex-majorité présidentielle, sont extrêmement forts, autour de 70, voire plus 70%. Donc en gros, ce braquage, il est à la fois un braquage sur les gestes de désistement circo par circo, mais surtout un braquage de la discipline des personnes de gauche qui sont concernées par le risque RN. Les comportements électoraux, on peut dire qu'ils ont triché avec les comportements électoraux, les macronistes. C'est pas concerté, mais je veux dire, sociologiquement, ils sont moins attachés au barrage républicain que la gauche. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent profiter
portée d'une gauche solide sur ses valeurs, qui ne néglige pas le risque en face, et notamment parce qu'il y a une partie des gens qui votent à gauche, qui sont les gens qui sont directement les cibles des politiques à la fois antisociales que mènerait le RN, mais surtout des politiques racistes. On l'a bien vu, d'ailleurs, la campagne s'était faite dans un contexte où la libération de la parole raciste qui a dominé dans les médias ces 2 dernières semaines a aussi amené à des passages à l'acte. Il y a eu une trentaine, une quarantaine, il faut regarder les différentes enquêtes, d'agressions racistes, et sans aucun doute sur le caractère raciste de l'agression, avec atteinte physique aux personnes où elle est bien. Donc oui, c'est un braquage qui veut dire aussi que le bloc central, en tout cas même effondré, reste un rempart pour le bloc de gauche. Ce que je veux dire, c'est que le bloc de gauche, on l'a vu, il tourne ces dernières années autour de 30% du socle électoral général. Et la question, c'est quelles sont les modalités de son élargissement? Parce que pour pouvoir gouverner, il faut aller au-delà de ça et retrouver des niveaux, ça date maintenant, antérieurs, mais je veux dire, vous avez en 2012, pour l'accession du Parti socialiste au pouvoir, un bloc électoral qui dépasse largement les 40%. Et donc là, pour l'instant, le bloc central, non seulement il résiste, non seulement il braque le résultat grâce à l'appui, encore une fois, de ce peuple de gauche discipliné qui refuse de voir le Rassemblement national passer, mais en plus de ça, il reste un obstacle parce qu'il reste un refuge pour des catégories, notamment des catégories sociales plutôt favorisées, qui ont, comment dire, encore des doutes quant à leur possibilité de voter à gauche, ou en tout cas qui ont un attachement de classe à une politique qui les favorise ou qui favorise plutôt leurs intérêts. Ça va être, à mon avis, vraiment un des enjeux pour la gauche, de dire que ces gens-là, en gros, ce sont des gens qui adhèrent à l'ordre social néolibéral, mais pas nécessairement au pacte raciste, puisqu'on a vu que leur report de voix sur le RN existe, sans doute parce qu'il y a une hétérogénéité de ce vote du bloc central. Il y a aussi des anciens électeurs de LR, des gens de droite qui sont plus réactifs au discours réactionnaire que porte l'extrême droite. Mais il y a quand même des gens qui sont dans l'adhésion à l'ordre social, au pacte néolibéral, ce pacte de politique austéritaire et de refus de répartition des ressources, mais qui potentiellement savent faire la différence entre cette adhésion-là et l'adhésion à des valeurs plus réactionnaires, des valeurs racistes ou des doctrines, on va dire, liberticides. Malgré, et il faut le souligner, la politique qu'ont menée le personnel politique du bloc central, qui a été autoritaire, qui a été liberticide. Et donc, la gauche a intérêt à faire décrocher un certain nombre de ces gens-là pour les ramener. Mais le problème, c'est qu'ils vont devoir le faire sans perdre à gauche sur leurs acquis. C'est la gymnastique de la politique, mais c'est quand même un enjeu à identifier, encore une fois. Vous avez des néolibéraux qui ne sont pas des racistes finis. Comment on les convainc? Comment on les fait décrocher? Jusque-là, la gauche avait bénéficié, je pense, d'un effet de structure, c'est-à-dire d'un effet de précarisation d'un certain nombre de volets, d'un certain nombre de catégories intermédiaires. C'est flagrant, je pense, dans l'électorat François Hollande, qui avait été en partie récupéré dans le vote de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. C'est-à-dire que face à une précarisation de leurs conditions matérielles d'existence, il y a aussi une possibilité de développer des demandes sociales plus à gauche. Ce travail-là, il doit continuer avec d'autres secteurs que la gauche doit mobiliser, que ce soit les abstentionnistes ou d'autres. Alors, parlons de LR, les Républicains. Est-ce que les Républicains sont finis? Est-ce qu'ils sont appelés à être désormais soit le parti d'appoint pour le centre macroniste, si tant est qu'il survive à Emmanuel Macron, soit un parti d'appoint pour l'extrême droite, le Rassemblement national? J'allais dire encore une fois, bilan mitigé pour un grand parti qui a dirigé la Ve République. Le fait de faire environ une soixantaine d'élus, dont une majorité sont plutôt divers droite, avec des étiquettes pas forcément LR, ça n'est pas une victoire et c'est pas un score éclatant. Néanmoins, il y a une bonne résistance, puisqu'encore une fois, avec ces alliances, avec ces divers droites, différentes personnalités locales, ils arrivent à maintenir plus ou moins leur place, la place qu'ils occupaient déjà dans l'hémicycle. Cela dit, comme tu le dis, est-ce que ça résout leur contradiction stratégique? Pas sûr. Il va falloir voir. Il y aura un avant et un après le geste de Ciotti. Exactement. Pour l'instant, là, les gens de notre camp social sont très focalisés sur qu'est-ce qui va se passer à gauche, etc. Mais à droite aussi, ça va être un enjeu. On a très bien compris qu'il y avait à droite des gens qui misaient encore sur le pas court terme, mais encore le moyen terme. C'est l'idée que
après Macron, la recomposition du bloc de droite sera inévitable et qu'il y aura peut-être de la place pour pouvoir récupérer cet électorat qui s'était porté sur le vote Macron. On remarquera peut-être un détail important, c'est que Laurent Wauquiez a été élu à l'Assemblée nationale pour les Républicains, qui ne cache pas sa volonté d'être candidat pour les LR en 2025, et peut-être ce sera pour lui l'opportunité de prendre la direction du groupe à l'Assemblée nationale et d'essayer de réorganiser les Républicains sur une ligne autonome, avec cette idée de on n'est pas avec le Rassemblement national, mais on va faire monter les enchères avec la République en marche pour les discussions de texte, comme il avait fait sur la loi immigration. Et donc, la stratégie autonome, je pense qu'elle est encore une fois difficile, mais plus le temps avance et plus il joue la montre. Et donc, plus Macron disparaît, plus il y a un espace secret pour eux. En tout cas, c'est leur espoir, et je pense que c'est la stratégie sur laquelle mise est Laurent Wauquiez et tous ceux qui avaient réagi fortement et vocalement contre la décision d'Éric Ciotti, que ce soit les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, un certain nombre de hauts cadres du parti qui avaient, pendant le drame Ciotti, mouillé la chemise pour dire ni RN, ni adhésion à la Macronie, quoi. Qui est une ligne, encore une fois, instable à mon avis. Une ligne qui dépendra de la capacité du bloc central à se reconstituer, soit autour de Gabriel Attal, soit autour d'Édouard Philippe, etc. Absolument, parce que ce que j'allais dire, c'est que dernière chose à voir sur ce bloc central, c'est que non seulement il a diminué, on l'a dit, de 250 à environ 160, mais en plus de ça, il est plus que jamais fracturé en interne. Parce que le MoDem essaye toujours de maintenir sa ligne indépendante, ou en tout cas autonome. Ça se voit peu, parce qu'il y a eu des logiques d'alliance dans les votes, mais on avait vu le MoDem venir questionner tel et tel détail, essayer de maintenir sa capacité d'intervention singulière, de la même manière que Horizon joue son propre jeu, et c'était flagrant par exemple. Son propre jeu à droite, en réalité, un jeu de reconquête de l'espace de droite. Absolument, on l'avait vu d'ailleurs sur les appels au vote au second tour, quand certains de la Macronie avaient finalement dit oui, bon, il faut quand même que ce geste de barrage ait lieu. Horizon, Édouard Philippe était clair sur son ni LFI ni RN. On a d'ailleurs aussi on a vraiment une division à l'intérieur de l'espace ensemble et alliés sur la façon d'incarner la droite par la suite. Et à mon avis, leur instabilité va leur coûter, quoi. Parce que non seulement Emmanuel Macron va essayer sans doute de faire les comptes, d'essayer de voir quelle est la majorité qu'il pourrait mobiliser, mais en plus de ça, il va devoir se mettre d'accord avec ses propres alliés. C'est-à-dire qu'il est contraint. Et en fait, c'est dans ce genre de situation où des petits groupes, quand on a besoin d'eux, ils prennent une place et un poids plus important que ce qu'ils représentent réellement. Et parlons désormais de la gauche. La gauche a-t-elle gagné ce dimanche ? Moi, je dirais que c'est une victoire en suspens. Pas dire que c'est pas une victoire. On les annonçait derrière, on a annoncé le Rassemblement national gagnant, et au final, le Nouveau Front populaire s'impose comme la première force en tête, en nombre d'élus. Il y a ce sentiment, cet appel de la part du peuple de gauche pour qu'il gouverne. Donc oui, c'est une victoire, mais en suspens dans le sens où rien n'est encore fait. On sait qu'il n'y a pas de majorité en soi garantie, puisqu'ils sont autour de 200 élus, si on compte au-delà de NFP, plus les divers gauches, etc. On sait qu'une majorité à 200, ça n'existe pas, parce que c'est 289. On sait qu'il y a aussi des fortes pressions pour appliquer leur programme. Donc la question, c'est est-ce que le Nouveau Front populaire, au niveau des représentants qui l'emmènent à l'Assemblée nationale, pourra compter sur le soutien de pans de la société civile de gauche, comme les syndicats, comme un certain nombre d'associations, pour pouvoir continuer son action. C'est-à-dire qu'en gros, la victoire, il faut aller l'arracher. Elle est, entre guillemets, un peu d'avance au niveau électoral, mais au niveau de comment va s'organiser le débat, comment va s'organiser la pression sur les macronistes pour qu'ils nomment, par exemple, un gouvernement de gauche, comme l'ont demandé hier, d'abord Jean-Luc Mélenchon, puis Olivier Faure, puis les autres représentants. C'est en suspens. La gauche ne peut pas gagner par effraction. Elle gagne parce qu'elle a une puissante mobilisation qui parle dans la société.
Et à l'intérieur de ça, la question qui est posée, c'est en plus de ça, il y a une réorganisation à l'intérieur des rapports de force internes, avec des gens qui sont tentés sans doute par des stratégies différentes. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le Parti socialiste qui tire en partie son épingle du jeu, parce qu'il double presque son nombre d'élus, il passe d'une trentaine à 60. Vous avez la France insoumise qui va perdre 11 députés. J'ai une pensée pour, je sais pas, Rachel Keke, William Martinet, Charlotte Leduc, un certain nombre de ces élus qui étaient dans des circonscriptions déjà difficiles, il faut le dire, avec des résultats qui parfois s'étaient joués face au Rassemblement national à moins de 300 voix, ce qui est très peu. Et face à LR pour Rachel Keke. Et face à LR pour Rachel Keke. Dans un report de l'extrême droite sur LR pour des raisons évidentes. Absolument. Ça, c'est le cas particulier là dans le Val-de-Marne. Mais dans d'autres circonscriptions, je pense aussi à Caroline Fiat, où là, vraiment, à chaque fois, ça s'était joué à peu face au Rassemblement national. Et dès la première fois, je crois, en 2017, mais en tout cas, certainement en 2022. Donc, mais vous avez une perte qui est compensée par des victoires ailleurs dans la France insoumise. Mais en tout cas, vous avez clairement un grossissement du groupe Parti socialiste, un peu des Verts, et le Parti communiste qui va perdre des élus, notamment de premier plan, comme Fabien Roussel, mais qui pourrait s'en sortir avec des alliances et avec des députés ultramarins pour avoir un groupe, et peut-être d'autres, je dirais les députés dissidents anciens membres de la France insoumise ont par exemple cotisé au régime des financements sur leur circonscription au Parti communiste. Donc peut-être que ça annonce une alliance, ou en tout cas de siéger ensemble dans un groupe, je ne sais pas. Mais voilà, la gauche est donc dans une difficulté. À la fois, les résultats plutôt encourageants de dimanche tendent à dire à ses représentants: il faut jouer la carte d'un gouvernement à gauche et il ne faut pas se diviser. Je pense que c'est pour ça qu'on a un alignement des planètes assez réel entre les prises de parole des différentes personnes à gauche, si on exclut Raphaël Glucksmann, qui encore une fois médiatiquement est présent, mais est politiquement exclu. Il est député européen, un seul député place publique siégera à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il me semble qu'en plus c'est Aurélien Rousseau, l'ancien macroniste. Je ne pense pas que ça peut être le centre de gravité de cette alliance. Mais du coup, là, à court terme, personne à gauche n'a intérêt à porter la division du nouveau Front populaire, puisqu'il y a tant d'attentes et qu'ils sont arrivés avec surprise en tête. Néanmoins, le problème, c'est que si la gauche n'arrive pas, à s'imposer aux macronistes comme le choix d'un gouvernement, à gouverner, parce que imaginons qu'un gouvernement soit nommé, les macronistes pourraient accepter par exemple de recontinuer les textes sur la fin de vie ou des méthodes comme des lois transpartisanes qui avaient été en discussion jusque-là. Enfin, je doute de la volonté des macronistes de voter le SMIC à 1 600 € ou sans pression populaire. Je veux dire, encore une fois, avec la pression populaire, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc la question, c'est plutôt à moyen terme. À moyen terme, en l'absence d'une majorité, on risquerait d'arriver à une situation de blocage. Or, dans le blocage, dans l'incertitude de la crise, dans ces moments d'intermède un peu de tension, peut-être que les organisations de gauche, là, retrouveraient la division stratégique qui les sépare régulièrement entre ceux qui considèrent que face à la crise, il faut tenir bon sur ses appuis avec un bloc de gauche qui dit le programme du nouveau Front populaire, finalement, c'est le socle minimum, le socle minimal sur lequel on s'appuie pour reconstruire une gauche de combat, une gauche qui, cette fois-ci, veut gouverner, mais en changeant la vie, et ne pas tomber dans des compromis qui risqueraient de faire s'effondrer la mobilisation populaire qui existe auprès d'eux, y compris dans des secteurs comme les quartiers populaires qui ont massivement pu aller voter dans ces élections. Je veux dire, regarde, en Seine-et-Marne, par exemple, sur la circonscription d'Amel Bentounsi, elle fait reculer l'abstention sur une mobilisation claire, sur le cap clair, si je puis m'exprimer ainsi, qui a été donné. De l'autre côté, des organisations, on l'avait vu aussi à la NUPES, où il y avait cette petite musique de l'apaisement. C'est-à-dire l'idée de dire que le pays est divisé, et donc il faut trouver une voie d'apaisement à la crise. Or, c'est bien le problème. L'apaisement, est-ce que c'est une solution lorsque, en face, on a quand même une politique qui avait été marquée par la radicalité de la politique antisociale de la bourgeoisie? Je rappelle que sous pression, ils peuvent céder. On a bien vu qu'ils ont retiré le décret de l'assurance chômage, qu'ils ont commencé à essayer de faire des efforts pour parler avec la gauche. Enfin, c'est le minimum syndical, et pour pouvoir rompre avec la politique de la Macronie, il faut un peu plus. Et donc, du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est que face à l'absence de majorité, dans ce trouble potentiel au fonctionnement des institutions, il y ait des tentations qui reviennent de cette coalition dont on a un peu parlé la semaine dernière, des tentatives, ou en tout cas des tentations chez certains, de retrouver des coalitions. Et là, si on fait les comptes... Des coalitions au centre, en fait, du macronisme renouvelé. Exactement. Et là, si on fait les comptes, c'est vrai que si on regarde
et qu'on prend les LR, en tout cas une partie d'entre eux, plus le bloc macroniste et ses alliés, plus par exemple le Parti socialiste, on va avoir une envergure de vote qui est plus grande que juste le Nouveau Front Populaire seul. Donc, voilà, victoire en suspens parce qu'il s'agit désormais de transformer les faits. Mais le Parti socialiste ne se suiciderait pas en faisant ça ? Alors, mon avis personnel, c'est que ce serait potentiellement, effectivement, un risque pour le Parti socialiste d'être considéré par certains comme dans la compromission et pas dans le compromis. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi des attentes sociales très fortes. Vous savez, on va avoir des situations où des gens vont pouvoir prôner, par exemple, l'idée que si on obtient un petit peu, mais pas tout, c'est mieux que de ne rien obtenir. Et c'est une idée qui est assez séduisante. Mais avec des LR radicalisés, des macronistes tout aussi radicalisés sur le terrain du néolibéralisme, est-ce qu'ils peuvent gagner quoi que ce soit ? Voilà, moi, j'y crois pas. Je crois que ce serait une entreprise, ce serait une usine à gaz permanente avec une coalition, avec des gens qui sont quand même dans des rapports normalement qui devraient être trop opposés pour pouvoir travailler ensemble. Le problème, encore une fois, c'est que je dis, le vide potentiel, l'absence de majorité potentielle, ça va faire sauter tous les repères politiques. Disons l'absence de cohésion potentielle au sein du Nouveau Front Populaire. Si le Nouveau Front Populaire trouve un candidat à Matignon, cette possibilité d'une large coalition des contraires s'éloigne d'elle-même. Oui, mais en même temps, encore une fois, comme tout restera très instable, il est possible qu'on vive un intermède, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une résolution politique claire des confrontations entre les trois blocs, la succession d'options. Imaginons par exemple, on fait de la politique fiction, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Bon, il y a un gouvernement de gauche qui est nommé. Déjà, c'est pas dit, parce que Macron, il va faire les comptes, il va peut-être tenter d'autres options avant. Mais imaginons que ce soit le cas. Bon, s'ils n'arrivent pas à gouverner, s'ils restent bloqués à cette échelle des 200 personnes et ne pas réussir à avoir le soutien des macronistes pour commencer à ces politiques, par exemple pour augmenter les impôts des personnes les plus riches, j'entends, comme c'est dans le programme, pour augmenter le SMIC, etc., ça va être difficile. Donc, rien ne dit qu'ensuite, il n'y ait pas un renversement de cette perspective en l'absence de possibilité de gouverner. Et de l'autre côté, une tentative de grande coalition ou l'inverse dans l'ordre. Voilà, moi ce que je dis juste, c'est que dans l'incertitude, c'est les moments où, bien sûr, que le vide représentera une opportunité pour tout le monde, à droite comme à gauche, pour dire il va falloir faire autrement. C'était le discours sur la coalition. On va être dans des situations inconnues. Dans les grands moments de notre histoire, il faut faire appel à un sentiment d'unité. Je rappelle que les gens qui ont parlé du CNR comme un exemple ont expliqué que c'était à situation exceptionnelle, le CNR, proposition exceptionnelle. Après la libération. Exactement. C'est quand même pas la même situation, mais je veux dire le discours. Voilà, moi les deux discours que j'identifie, c'est à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, qui voudrait venir justifier des comportements qui nous semblent aberrants pour certains, en tout cas risqués pour d'autres, pour rester plus prudents. Et de l'autre côté, cette idée de dire, si on ne peut pas gouverner, un petit peu, si ça pourrait être pire, donc un petit peu, c'est mieux que rien. Et je comprends cette logique. Je pense que juste, c'est une logique qui, quand on s'y engage, est ensuite perdante à la fin, parce que on peut tout justifier en disant un petit peu c'est mieux que rien, si on fait telle réforme mais on abandonne le reste, peut-être que les gens l'apprécieront. Et c'est une possibilité de division du bloc de gauche qui est un risque en tout cas porté. C'est pour ça que la victoire est en suspens, et pour l'arracher, la question c'est quel est l'état du Nouveau Front Populaire post on a pris les postes à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un mouvement qui va se structurer, qui va prendre la force des mobilisations locales et militantes sur les circonscriptions pour s'implanter, créer des collectifs, être appuyé sur les dynamiques syndicales, associatives d'un mouvement social? Je rappelle encore une fois que là, on en a peu parlé parce qu'on a vécu une période folle, mais il y a les Jeux Olympiques bientôt. C'est aussi un endroit et un moment où ça peut faire mal. L'appel à la grève, il y en avait eu quelques-uns de syndicats qui ont dit on n'exclut pas de le faire. C'est un moment où il y a un rapport de force qui peut être favorable à une mobilisation. Mais c'est dur. Les mobilisations ne se décrètent pas, elles s'organisent, elles comptent. C'est les salariés qui les font. C'est ça, et c'est les salariés qui font la grève. Donc, voilà, beaucoup de questions qui n'ont pas encore trouvé de résolution, mais c'est normal parce que c'est un résultat mitigé, une victoire en suspens. Et la question, c'est que pour l'instant, si on veut être optimiste, hier, les responsables de gauche ont parlé du même voix. Je voudrais qu'on continue avec un peu du name dropping, si tu permets. À quel gouvernement pouvons-nous nous attendre si c'est un gouvernement NFP? Quel Premier ministre possible?
La question, c'est on va voir comment vont se constituer les groupes, puisque pour l'instant, il y avait un accord plus ou moins signé entre les formations politiques de gauche pour dire le groupe en tête, le plus gros groupe du NFP, entre guillemets, pourra proposer le nom d'un ou d'une première ministre. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement clair, puisque là, on tourne lundi, si ça sera la France insoumise ou si ça sera le Parti socialiste. Ce qui me semble possible, c'est de voir chacun proposer une candidature. Par exemple, les Insoumis proposaient Clémence Guettet. Du côté du Parti socialiste, soit Boris Vallaud, soit d'anciennes figures qui ont gouverné, je ne sais pas, Najat Vallaud-Belkacem ou des gens comme ça. Et que c'est cette confrontation qui va porter des tensions et qu'il faille peut-être faire émerger une troisième option du côté des écologistes. C'est-à-dire que je vois mal les Insoumis accepter qu'un Premier ministre ou une Première ministre soit socialiste, parce que ça reviendrait à changer tout ce qui a été conquis sur l'idée que le leadership de la gauche ne peut pas être assis sur le Parti socialiste, qui a un passif à gauche un peu plus compétent. Papa d'Emmanuel Macron, et qui a un passif à gauche qui est que ça fait 10 ans, ou voire 15 ans maintenant, que la gauche s'est reconstruite contre ces vieilles habitudes d'une gauche d'accompagnement qui accepte le pacte néolibéral. Donc peut-être qu'on verra une ministre écologiste. Pareil, encore une fois, la question c'est... je ne sais pas, je vois bien les Insoumis pouvoir accepter cette option de compromis s'ils ne sont pas en mesure d'imposer leur choix de Premier ministre, et ce serait peut-être une solution. Encore une fois, c'est la politique fiction. Moi, je dis, dans le meilleur des cas, ils se mettent d'accord. Je ne sais pas, encore une fois, chez les Verts... Ça dépend. Si le critère, c'est avoir déjà une expérience de ministre pour pouvoir mener une boutique, vous avez des profils comme Cécile Duflot chez les Verts, chez des gens comme ça. Si l'idée, c'est de dire on vise un compromis, on va chercher quelqu'un de l'extérieur, Cécile Duflot, elle marche aussi bien, parce que là, aujourd'hui, elle est dans le monde associatif. Je pense que les Insoumis, ça va plutôt être Clémence Guettet, qu'ils ont imposé dans le débat la dernière fois, qui s'est imposée dans le débat la dernière fois, et qui est une responsable qui connaît bien le programme, qui a été secrétaire générale du groupe de la France Insoumise, donc qui connaît aussi bien les rouages institutionnels. En tout cas, du côté de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, les socialistes, ils avaient Valérie Rabault aussi en tête, mais elle n'a pas été élue dans le Tarn-et-Garonne cette fois-ci. Donc moi, je vois bien Boris Vallaud ou des propositions comme ça, avec quelqu'un qui représente, entre guillemets, l'équilibre du PS. Boris Vallaud a été un des dirigeants de proue, on va dire, du groupe socialiste à la dernière mandature. Et en plus, il n'est pas marqué comme François Hollande à l'aile droite du PS. Et il serait le centre de gravité de son propre... Et pourquoi pas Olivier Faure lui-même ? Je n'ai pas l'impression qu'en tant que chef de parti, il ait des ambitions particulières à ce stade. Le discours de dimanche ressemblait à un discours-programme. Oui, écoute, j'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas devin, là, je te donne mes impressions. Mais ça, c'est dans le cadre où, encore une fois, il y a une imposition d'une nomination d'un ministre ou d'une première ministre du nouveau Front populaire. Ce qui n'est pas absolument gagné. En tout cas, Emmanuel Macron, en disant dimanche, j'attends de voir comment se structure l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il continue de faire ses additions et il continue de voir quelle est sa marge de manœuvre. C'est pour ça que je disais que c'est important de dire que c'est une victoire en suspens, mais qu'il faut aller les chercher maintenant. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les organisations de gauche disent maintenant on est en tête, donc c'est à nous d'être nommés. Il va falloir mettre la pression. Et ça, c'est la question encore plus grande qui est soulevée, c'est comment parce que comme tu le disais, on est l'été. Quelles sont les marges de manœuvre pour pouvoir imposer ? Pour l'instant, ça s'est juste traduit hier par un certain nombre de gens de gauche qui ont dit ne nous trahissez pas. Cette espèce d'appel qui avait place de la République dans les manifestations spontanées. Suspense. Merci Paul Hellec et merci à vous de nous avoir suivis. Le média, vous le savez, est engagé dans une course de fond qui l'amènera ce 12 juillet devant l'Arcom, vendredi donc, où nous serons auditionnés pour obtenir un canal sur la TNT. Le défi est immense. Pour nous aider à le relever, rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias.